Bienvenue dans ce premier épisode de Deadlands Stone Cold Dead, la campagne pour les tisseurs de chimères. Nous aurons ici le droit au premier résumé de la première partie du début de cette campagne qui s'est menée pour le coup avec 5 de nos 6 joueurs. Était présent à table Miesta Tsae Wadesma, la puissante mangouste Sioux de 25 ans. Un homme à la recherche de ses traditions et de la tribu Longfoot. Trouvons ensuite Reaper, une femme tireur d'élite qui a participé au spectacle de Buffalo Bill et qui cherche encore comment gagner de l'argent et à faire plus ou moins ses preuves. Nous rencontrons ensuite Catherine Snoop Williams. C'est une ancienne fille de joie, recherchée dans une partie du pays pour un passé, disons-le, tumultueux. Nous trouvons ensuite Brad Coldreader, un joueur de poker, huckster à 16 heures, joueur invétéré qui sait comment manipuler les cartes. Et enfin, nous tombons sur Sean Kilkelly, un pasteur aux méthodes pas très catholiques, mais au grand cœur. On le surnomme aussi The Hell Ecclesiast. Voilà donc la bande réunie au complet qui vient d'arriver dans une grande ville. Enfin, dans une ville qui n'en était pas une il y a quelques années, mais qui, de par son développement économique très rapide, est devenue quasiment incontournable. Cette ville au bord de la mer se nomme Crimson Bay. L'arrivée dans la ville est pour le moins tumultueuse. C'est une découverte pour certains, notamment notre ami la Bangouste qui découvre une ville en pleine activité. On sent une certaine effervescence, on sent que le jour du grand tournoi de poker approche rapidement, avec lui son lot de travail, ses dépenses. Nous avons donc une ville avec une grande avenue dans laquelle évoluent beaucoup de charrettes d'hommes qui portent de nombreuses affaires, des matériaux, des denrées. Nous avons aussi des calèches, quelques diligences. Tout cela pour dire que cette ville est effectivement en vraie effervescence. Il est indéniable que les gens s'activent et que, eh bien, le calme et la sérénité ont laissé place à une certaine excitation. En aucun cas de choses malsaines ressortent de ce que ressentent nos très chers amis. Il semblerait même que oui, que cet air enjoué soit bien dans l'air. Rappelons quand même que même si cette ville est en bord de mer et possède donc un port, elle est aussi dotée, depuis très peu, d'une gare et d'un chemin de fer, qui alimente en flux de voyageurs un bon nombre de nouveaux visages, qui viennent parcourir la ville en espérant certainement remporter ce tournoi de poker à laquelle 15 000 dollars sont à la clé. Nous retrouvons donc nos chers amis qui déambulent en ville à la recherche dans un premier temps d'un lieu pour se reposer et pour dormir. Les fonds ne sont pas au beau fixe pour tous et tous ne se présentent pas au même endroit. Le premier endroit sur lequel ils jettent leur dévolu n'est autre que chez Nora. Nora est un hôtel, pas forcément le plus haut de gamme, mais dans les moyens de la plupart de nos joueurs. Après quelques échanges vertueux, notamment avec Snoop, euh, il apparaît que eh bien, les membres du Mang ne sont pas les bienvenus. Ils reportent donc leur dévolu sur un second établissement, le Washington. Le Washington, tenu par monsieur et madame Jensen, des tenanciers très sympathiques et sans histoire, qui en plus ont l'air de prendre vraiment soin des personnes de leurs clients. L'accueil est indéniablement courtois, indéniablement... Oh, c'est un établissement quasi haut de gamme, il n'y a pas à dire. Les bagages sont portés, on est plein d'attention vers chaque client. Seule petite chose qui irrite un peu
Monsieur Kilkenny, enfin Père Kilkenny, est le fait que il y a somme toute un racisme indéniable de la part de ces tenanciers, qui n'ont pas l'air d'être très portés du côté des Sioux, et qui laisseront donc notre ami la mangouste sur le carreau. Celui-ci n'ayant pas voulu se rendre à l'intérieur du magasin, enfin de l'officine et de l'hôtel, a préféré, avec Reaper, essayer de se rendre au niveau du port pour trouver un hébergement de fortune, à savoir dormir directement à la Belle Étoile. Lors de leur déplacement, ils tombent sur deux adjoints du shérif qui interpellent Mangouste de manière plus ou moins déplacée. À terme, alors que la discussion non s'en s'envenimer, mais se tend un petit peu, un homme d'un charisme rare, habillé tout en noir, d'une taille pas forcément impressionnante, mais qui impose le respect, une autorité naturelle, le shérif Russell Drent, se porte à hauteur de Reaper et de la mangouste, rabrouant complètement ces deux adjoints sur le comportement qu'ils ont envers les Indiens, car effectivement, cette ville euh, est un vrai melting pot. Les gens y sont bienvenus, le passé des gens n'importe peu, ce qui compte, finalement, c'est le profit. Et le profit pour tous. Il n'y a pas forcément de discrimination, cependant, le shérif est relativement clair avec la mangouste, lui expliquant qu'il faudrait quand même qu'il essaye de passer inaperçu et de faire profil bas dans la ville puisque tout le monde n'a pas aussi magnanime que lui. Il lui propose même un travail ainsi qu'à Reaper, dans le cas où il serait intéressé pour faire de la protection, pour protéger le tournoi et de mettre leur capacité martiale à disposition du shérif. Celui-ci serait prêt à les rétribuer financièrement. Pourquoi pas? Reaper a l'air totalement emballé, la mangouste l'est aussi, un peu contraint et forcé, mais pourquoi pas, se dit-il. Vient le moment où on les invite tout de même à se rendre au Gold Digger pour rencontrer le maître de cérémonie, le maître des lieux, le maire, clairement, Gambin Joe Wallace, qui est un peu l'homme qui a créé cette ville, l'homme qui est pour ce brassage culturel, l'homme qui a plusieurs entreprises, notamment une fabrication de munitions. Il est propriétaire du Gold Digger et il y a ses bureaux. Il est indéniable que chaque personne entrant dans cette ville doive passer par le bureau de Wallace afin de lui présenter à minima ses hommages ou lui expliquer en quoi il pourrait lui être utile. Car Wallace est un homme plein de ressources. Wallace est une personne qui n'hésite pas clairement à intimer plus ou moins un ordre à Mangouste d'aller se changer. C'est un conseil, c'est un conseil qu'il lui porte, d'aller se changer, d'aller acheter des vêtements pour éviter de nouveau que c'est simple, c'est le racisme indien est toujours présent et il ne tient pas à ce qu'il y ait une escalade et que sa présence déclenche des émeutes à quelques jours du tournoi. Cela pourrait entacher sa réputation et il n'y tient absolument pas. Reaper, après avoir été rabroué, se retrouve aussi dans les bons petits papiers puisqu'il invite Reaper et ses capacités de tireur à rejoindre le shérif pour qu'il lui offre somme toute un travail. L'hébergement, il leur offre aussi l'hébergement au Gold Digger en contrepartie de leur de service auprès du shérif. Il est prêt à faire un geste sur le prix qu'il fera faire directement une retenue sur salaire le cas échéant. Nos amis de l'autre côté, au Washington, passent un moment totalement merveilleux. Une rasade de whisky offerte par la patronne au pasteur Kilkenny, qui décide de se rendre auprès de l'église pour rencontrer le père O'Hara. La rencontre avec le père O'Hara se passe pas forcément comme il l'attendait, puisque il a l'air d'avoir été rapidement démasqué. Le père O'Hara lui ayant demandé de réaliser le sermon du lendemain, le père Kilkenny refuse sans être capable de donner un argumentaire, comment dirais-je, limpide.
De plus, le questionnement sur le passé, sur l'endroit où il a été formé, notamment en Irlande, sachant que le père O'Hara est lui aussi un Irlandais, ne permet pas de lever le doute sur les capacités exceptionnelles d'orateur du père Kilkenny. Ils se quittent pourtant bons amis. Tout le monde se retrouve au Gold Digger, après un petit passage entre les mains de Wallace qui les incite à prendre contre service un poste au sein du shérif local, un poste d'adjoint peut-être, afin de lui permettre d'assurer la sécurité de tous et de toutes. Il propose même à Snoop d'être l'escorte personnelle de dames de la haute société s'il devait y en avoir, non pas en tant que escort girl mais plus en tant que vrai garde du corps, pour ne pas manquer de respect. Les choses se passent plutôt bien, et la soirée se passe plutôt très très bien, puisque Trent, puisque Brad ainsi que Snoop passent une soirée de jeu plutôt mémorable et plutôt très efficace, qui leur permet de rentabiliser déjà le voyage du jour. Brad gagne de quoi subvenir pendant 1 ou 2 journées, tandis que Snoop gagne carrément la semaine. Elle peut même se permettre un bain avec massage au retour au Washington et de se faire pouponner. Le lendemain matin, après une soirée de boissons pour certains, de cartes pour d'autres et de recueillement pour la mangouste, un des adjoints du shérif vient les trouver en leur demandant de se rendre à 18h au Gold Digger pour une offre de mission particulière. Après avoir passé la journée à jouer aux cartes, avec plus ou moins de chance pour certaines et un peu moins pour d'autres, puisque Snoop permet de doubler son gagne le double de son capital, tandis que Brad perd ce qu'il avait gagné la veille, l'offre d'emploi tombe. Elle est assez simple, assez rudimentaire, mais un peu particulière. En effet, le shérif Russell Drent ainsi que Joe Wallace sont présents et demandent des volontaires pour se rendre chez Bob, Larry et Chuck Sannington, qui se trouvent être les fournisseurs de viande de la ville, pour une affaire pour le moins étrange. En effet, 3 de leurs vaches ont été découvertes, le ventre ouvert aux 4 vents, comme explosé. Il convient donc de demander de l'aide pour découvrir ce qui s'est passé. Le seul problème, c'est que les gens n'ont pas l'air, du moins les autres volontaires présents pour écouter le discours du shérif, n'ont pas l'air très enclins à vouloir se rendre sur les lieux, car la réputation des cousins Sannington a l'air pour le moins scabreuse. Après une prise d'information au sein du Washington par Snoop, qui interroge la tenancière Madame Jensen, elle obtient comme information que Bob, Larry et Chuck seraient issus d'une relation pas très catholique dans la famille, entre frères et sœurs notamment. Il apparaît aussi que les règles d'hygiène de ces hommes ne soient pas les plus élémentaires et la tenancière a très souvent tendance à faire le signe de croix alors qu'elle parle de ces 3 individus. La motivation de la requête du shérif est aussi due au fait que leur domaine n'appartient pas à celui de la ville et que, légalement, le shérif n'a pas le droit d'intervenir sur les terres des Sannington. Or, leur requête pressante lui impose d'essayer de tout de même faire un geste. Notre gang accepte de faire de cette mission leur première mission afin de rendre service comme ils le doivent. Le départ se fait le lendemain matin, mais avant ce départ, la mangouste et Ripper préfèrent partir de nuit, seuls, enfin tout seuls tous les deux, essayer de faire un petit peu de relevé topographique et un petit peu
Une petite enquête nocturne pour voir s'il y a quelque chose de remarquable de nuit ou aux abords du ranch des Sannington. La découverte les découvertes sont très maigres. Très maigres. Cependant, Reaper arrive à établir un plan assez précis des lieux, ce qui permet à notre gang d'avoir des informations au moins sur la configuration des lieux. Le lendemain matin, tout le monde se met en route. Quand j'entends tout le monde, seul notre gang a accepté la mission. Ils seront donc au nombre de 5. La propriété des Sennington est pour le moins simpliste. Une maison, appuyée par un hangar juste derrière, des prés pour paître, un petit bois, un puits, et c'est tout. Du fil barbelé tout autour de la propriété pour en délimiter les bords. Le vent, la chaleur, les vaches en train de paître. Certains remarquent même que toutes les vaches n'ont pas le même marquage, pas les mêmes initiales sur les marquages, ce qui peut en dire long sur l'origine de ces vaches. Il est indéniable aussi que, en les observant, le comportement de celles-ci n'est pas totalement rationnel. Elles semblent toutes agglutinées dans un coin de la prairie, semblant éviter une localité proche du bois qui se situe à l'opposé. Brad observe la situation d'un œil critique et effectivement, cela ne lui semble pas totalement normal. Notre groupe décide donc d'aller se présenter auprès des cousins Sennington. L'accueil est pour le moins glacial et on leur indique que les carcasses se trouvent dans la grange. Cette grange ouverte aux 4 vents, faite en planches vermoulues, qui risque presque littéralement de s'effondrer à chaque minute, recueille les carcasses des 3 vaches. Une odeur de puanteur quasi insoutenable pour certains envahit les narines de notre bon groupe. Les observations font apparaître une explosion de... Enfin, du moins, un orifice de 70 cm environ au niveau du ventre des animaux, avec des traces de morsures dans le cou. Après avoir ausculté les bêtes à multiples reprises, et après avoir vomi pour certains leur repas du matin, Brad décide de se rendre du côté de la pâture pour ne plus... Enfin, déciderait réellement de vouloir se rendre en direction de la pâture s'il était accompagné. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais Snoop décide, contre toute attente, de sculpter beaucoup plus profondément les vaches. Quand j'entends profondément, j'entends par là entrer la tête dans les orifices et donc dans le ventre de la vache, afin de regarder si les marques à l'intérieur ont des similitudes. Elle reconnaît là la marque des tiques de prairie. Et se souvient avoir lu quelque chose à ce propos récemment dans un journal ou dans un livre. Alors que tout le monde est en train d'échanger sur le sujet et sur la façon dont ils vont se dépêtrer de cela, le père Kilkenny ainsi que Reaper se décident à se rendre à la maison. Car, outre le fait qu'ils ont entendu un peu plus tôt pendant leur enquête auprès des vaches, le chariot des Sannington s'éloigner, ils sont pour le moins interloqués par la façon dont ils ont été reçus et en même temps intrigués. Ils décident donc, dans un premier temps, de voir s'il y a bien quelqu'un, puisqu'ils voudraient découper les vaches pour se faire des appâts. Mais, outre le fait de demander l'autorisation, ils aimeraient quand même échanger un petit peu pour savoir où se situaient les vaches et avoir quelques informations de cet acabit, afin d'avoir plus d'éléments pour résoudre leur enquête. Ils se présentent au domicile. La maison semble vide. Sans attendre plus que cela, ils se décident
à pénétrer dans la maison. Le spectacle de la maison est plus ou moins rédhibitoire. La maison est dans un état de vétusté et de saleté absolument hors norme. Il y a une couche de poussière partout, une odeur de sang et de pourriture qui prend aux narines, des carreaux qui sont emplis de gras, de... Ah, de pourriture, on peut le dire aussi. On comprend bien que, malgré le fait qu'il soit producteur de viande, ces personnes n'aient pas réellement de grande envie de... simplement de profiter des bienfaits d'un bain. Ils sont absolument répugnants. En regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit, enfin, Reaper aperçoit quelque chose d'assez étrange. Au-dessus d'un établi rempli d'outils rouillés, et somme toute ce n'est pas forcément de la rouille, mais peut-être plus du sang séché, ne regardant même pas les règles élémentaires d'hygiène pour le découpage des animaux, un petit détail sur l'établi l'interpelle. Elle découvre une dent humaine sur cet établi. Voulant pousser leur enquête un peu plus loin avec le père Kilkenny, ils reparcourent plus ou moins la maison, découvrent les chambres avec des lits dont les matelas sont plus que répugnants. Ce n'est ni plus ni moins que dormir au milieu des puces, des poux et du pu. Mais un autre élément les interpelle. Cette chaîne accrochée au pied d'un lit avec des menottes. Et surtout cette porte. Pourquoi cette porte, qui devrait mener vers une cave, est fermée avec un cadenas, alors que cette maison est ouverte aux quatre vents? Après la découverte de la dent et la découverte de ses menottes, nos deux investigateurs décident, avec une brutalité hors norme, d'enfoncer la porte et d'aller constater d'eux-mêmes s'il n'y a pas d'autre chose à constater. Constater, oui, puisque cela vous saute directement au nez et à la gorge, car l'odeur, lors de l'ouverture de la porte, est plus que répugnante. L'odeur des vaches était déjà difficile à supporter, elle l'est encore plus. Cependant, nos deux investigateurs n'ont pas de mal à rester concentrés, l'adrénaline ayant fait son devoir, elle les pousse à descendre. Et là, une découverte même pas relativement, complètement macabre. Au milieu de carcasses de vaches, suspendues à des crochets, comme pour tout bon boucher, eh bien, se trouve un corps humain, partiellement découpé, et en y regardant du plus près, partiellement grignoté. Il semblerait que le torse, ou du moins ce qu'il en reste, soit celui d'un homme. En y regardant de plus près, en faisant le tour de la salle avec le regard, on découvre d'autres restes humains. Ils sont, dans un premier temps, horrifiés par leur découverte et viennent de comprendre très vite qu'ils étaient tombés chez ni plus ni moins que des cannibales. Alors que nos deux amis font leur constatation et mènent leur petite enquête au sein de la maison, à l'extérieur, Snoop, la mangouste, et Brad se sont approchés du champ. Ils ont découvert l'endroit où seraient décédées les vaches et découvrent aussi que les barbelés ont été renversés et ils se trouvent juste à côté du bois. Personne n'ose vraiment entrer dans ce bois. Et dans un souci de vigilance, Brad s'aperçoit que le chariot ainsi que un chariot et 3 personnes situées en haut d'une colline aux alentours de 500-600 mètres sont en train de les observer. Il passe rapidement le message à ses comparses, pensant simplement que Bob, Larry et Chuck étaient en train d'essayer de voir ce qu'ils faisaient et ne voulaient pas prendre le risque certainement d'être eux aussi attaqués.
Le visage blême du pasteur irlandais et de l'attireur d'élite, à la sortie du domicile des Sannington, ne laisse rien présager de bon. Après avoir échangé les informations qu'ils avaient recueillies, plusieurs choix, plusieurs volontés s'affrontent. Certains préféreraient partir en ville pour donner des informations le plus rapidement possible sur les mœurs des Sannington. D'autres préféraient quand même mener cette mission à bien, puisque les tiques des prairies, si elles continuent à se développer, vont décimer le cheptel d'ici 2 à 3 jours maximum, privant la ville de viande, de cuir, et en cette période de tournoi, cela risque de porter un grand coup à l'organisation. Ils se font donc une raison et décident de se rendre dans les bois. Une fois les informations partagées sur les découvertes de certains, notamment ce qui s'est passé dans la maison, sur l'information aussi qui semble plus ou moins primordiale du fait que Brad a découvert qu'ils étaient tous épiés par 3 personnes munies d'un chariot situé sur une colline, le gang décide de passer à l'action dans le bois. Ils utilisent des morceaux de fourche ou des morceaux de bois afin d'utiliser la viande récupérée sur les carcasses d'une des 3 vaches pour servir d'appât pour les tiques. Snoop pense que les tiques privilégieront l'attaque sur ces morceaux de viande au lieu de les attaquer eux. Ils commencent donc leur périple à travers ce petit bois, sombre, lugubre, avec une odeur douceâtre de verdure, bien entendu, de mousse, mélangée à l'odeur de pourriture des morceaux de viande, cela en devient limite écœurant. Cependant, ils continuent à avancer en file indienne et à lancer de gauche et de droite des morceaux de viande à tout va, afin de, comme le disait Snoop, attirer les tiques, pensant que cet appât suffirait largement à leur donner l'avantage pour ne pas être surpris par une attaque pernicieuse de ces bestioles. Le plan paraissait bon, mais il ne s'est pas déroulé comme prévu. À l'entrée d'une petite clairière, Brad sentit une bestiole grosse à peu près comme un petit sac de farine lui tomber sur l'épaule, glisser sur le sol. Face à lui, la mère porteuse des tiques. Dans le même temps, Mangouste sentit une morsure au niveau de son bras. Pas suffisante pour percer ses vêtements, mais le danger est quand même bien réel, car la bête est accrochée à son bras. Kilkenny ressent lui aussi le toucher d'une bestiole, mais a le temps de réagir pour ne pas que celle-ci s'accroche à lui. La moins bien lotie est Reaper. Reaper se retrouve elle aussi face à une bestiole, et la seule à ne pas être pour le moment concernée est Snoop. À ce moment, le combat commence. Dans un premier temps, Snoop fait feu. 2 balles de son petit Derringer viennent heurter la mère de la portée, la mettant plus ou moins à mal. Brad, sortant ses cartes, inflige des dégâts aussi à celle-ci avec ses éclairs, mais pas suffisant pour tuer la mère. Le pasteur Kilkenny, dans sa hargne, sort sa hache et essaye de fracasser l'une des bêtes qui se situe face à lui. Contre toute attente, Mangouste, qui, je vous le rappelle, n'est pas armé de fusil, eh bien, sait très bien se battre avec les armes qui sont à sa disposition. Son tomahawk est fatal à la bête qui s'est accrochée à son bras. D'un coup magistral de tomahawk, il coupe la bête en 2, lui permettant de se dégager et d'essayer de faire front pour battre les 2 autres petites bestioles qui s'attaquent à ses copains. Reaper, surprise, essaye de tirer, mais dans un
Dans un cri, elle se retrouve avec une tique à proximité de son visage qui va tenter de lui rentrer dans la bouche. Kilkenny, lui aussi, se retrouve dans une situation dangereuse puisque dans le même temps, la tique, qui était pas loin du sol et qu'il a tenté de marteler, se retrouve aussi proche de son visage, tentant de rentrer dans sa gorge et de l'étouffer. Reaper sent aussi que c'est ce qu'il risque de lui arriver car la bête est très proche. Alors que la reine tente de, malgré ses blessures, repasser à l'attaque, celle-ci finalement arrive à se remettre dans le bon sens sur ses pattes, mais n'arrive pas à bouger plus que cela. Ce qui permet à une autre décharge d'essayer, une décharge d'électricité, des éclairs qui sortent des cartes de Brad, de venir la percuter. Ce n'est toujours pas suffisant. Snoop est en train de recharger son Derringer, essayant de passer à l'action puisqu'elle sent que ses amis sont vraiment en danger. Kilkenny, dans un regain de rage, serre les dents, littéralement, et, avec la puissance de sa mâchoire, découpe la bête, sans le goût de l'insecte lui ruisseler dans la bouche et le crache, et finissant de l'achever à l'aide de sa hachette. Alors que Snoop est en train de regarder sa collègue Reaper en train d'essayer de se débattre avec la bête et se sentant totalement inutile du fait qu'elle ne peut pas recharger son dérigueur plus vite que la musique, la mangouste frappe de nouveau. D'un coup de tomahawk bien placé, il dégage la bouche de Reaper et se permet de se débarrasser de la petite bête qui était en train de l'attaquer. Puis, dans le même mouvement, alors que des éclairs étaient en train de jaillir des cartes de Brad pour essayer de tuer la mère, il lança son tomahawk qui vient percuter la bête en pleine tête et finir de l'achever. En quelques instants, le combat est terminé. Le sous-bois sent l'odeur acide des entrailles de ces insectes, l'odeur du sang, l'odeur de la viande avariée qu'ils avaient jetée et qui servait comme appât. Et à ce moment, il découvre donc le nid. Quelques œufs, bientôt prêts à éclore, et donc la raison principale de leur venue. Certes, ils ont combattu les bêtes, certes, ils les ont tuées, mais il faut maintenant éradiquer le nid. Brad, comme bon connaisseur sur la façon de réaliser un feu, explique à ses compagnons comment réaliser un feu dans le bois en évitant que tout flambe. Bois plus champ plus la maudite maison des cousins Sannington. Cela ne serait pas un mal, certains le pensent très très fort, mais là n'est pas leur mission. L'hésitation de reprendre le chemin inverse prend le dessus, et après avoir brûlé le nid, il décide de couper à travers bois pour ne pas passer devant la maison de Sannington et risquer de se confronter à ces trois cannibales dégénérés. Il décide donc de reprendre la route sans se faire voir, la nuit étant tout juste tombée. Lorsqu'ils arrivent en ville, ils décident de ne pas partager les informations qu'ils ont eues avec un simple adjoint. Ils attendront que le shérif Trent soit disponible. Ils font état de la réussite de leur mission. Pour le prouver, ils ont conservé un morceau de la reine et la jettent nonchalamment aux pieds de l'adjoint du shérif, qui... Mon Dieu, mais vous avez réussi à tuer un groupe, un nid de ces tiques malicieuses. Mais c'est magnifique, bravo. Ils sont considérés comme des héros, et l'homme leur proposera même de leur payer un coup à boire. La nouvelle va se répandre très vite au sein de cette petite ville, et nos héros vont découvrir le lendemain quelque chose d'assez inattendu, puisque même la mangouste, qui avait reçu un accueil pour le moins froid, limite menaçant, se retrouve encensé. Et à l'arrivée au bar le lendemain, ils sont accueillis en héros. Tout le monde veut leur parler, tout le monde veut les saluer, tout le monde veut leur payer un coup à boire, car ils ont sauvé la ville quelque part. Leur conscience par contre leur dicte quelque chose. Leur dicte que ce qui se passe actuellement dans cette ferme, autant sur le plan hygiénique
que sur le plan humain, ne doit pas rester sans réaction. La décision qu'ils vont prendre est très importante pour la suite des événements. Et la suite, eh bien, la suite sera au prochain épisode.